Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythes. Aujourd'hui, on va parler d'obésité, d'insatisfaction corporelle, de pleine conscience avec Duncan. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts sur YouTube, les conversations de mythes et sur toutes les plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner. Salut Duncan. Salut Justine. Merci d'être venu. Je t'en prie, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous parler de ton parcours ? Moi, je suis diététicien. Voilà, j'adore mon métier. Mais durant mes études, c'était quand même assez difficile. J'ai adoré plein de trucs, mais il y a plein de trucs, je me disais, comment accompagner un être humain, quoi. Donc, je me suis dit, il fallait que je me forme, notamment à l'éducation thérapeutique, à l'accompagnement de personnes avec maladies chroniques, les troubles alimentaires, tout ça. J'ai continué un peu mon parcours au niveau universitaire avec un master, là, en éducation thérapeutique. Et je suis en train de faire un doctorat sur éducation thérapeutique, pleine conscience. Ok, t'adores apprendre ? Ouais, j'adore ça. Et le sujet du doctorat, c'est sur les compétences perceptives dans l'obésité. Donc, ça, je le dis parce que ça a peut-être un lien aussi avec ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Oui. Comment, à partir de mes perceptions, d'une meilleure connaissance de mes perceptions corporelles, je peux stimuler mon autonomie, je peux répondre à mes besoins. Okay. Et pas forcément que autour de l'alimentation, en fait. Okay. C'est au sens large. Ça, c'est pour mon parcours universitaire. Et principalement, moi, j'ai travaillé dans les troubles alimentaires, à l'hôpital, en association, en libéral, dans un autre hôpital avec les adolescents. Et donc, j'ai monté des programmes d'éducation thérapeutique en lien avec la pleine conscience, voilà, des dizaines et des dizaines de séances pédagogiques. Voilà, c'est, si on peut faire très court, mon parcours jusqu'ici, où je partage mon activité sur 3 casquettes, qui est diététicien, je consulte 1 journée et demie par semaine, je donne des formations un peu sur toute la France, sur éducation thérapeutique, entretien motivationnel, pleine conscience, le changement de comportement. Et je fais le doctorat, par ailleurs. Donc je m'ennuie pas trop, on va dire. J'allais dire, c'est pas mal. Ok. Bon, là, on va parler d'obésité, notamment aujourd'hui. Est-ce que déjà, tu peux nous rappeler un petit peu quelle est la définition de l'obésité ? La principale définition, c'est en lien avec l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire que quand on a, c'est le poids sur la taille au carré, quand on a un IMC qu'on dit au-dessus de 30, on dit que c'est une obésité de grade 1, au-dessus de 35, grade 2, et au-dessus de 40, on parle d'obésité massive. Qu'est-ce que tu penses de l'IMC ? C'est une mesure comme une autre qui n'est pas suffisante pour interpréter le vécu du patient. Tu as des personnes qui sont rugbyman et qui sont en situation d'obésité et c'est pas la même situation que d'autres personnes. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même une indication. C'est ce que nous dit l'OMS pour la définition. Est-ce que tu sais pourquoi on considère ou on parle d'obésité à partir de 30 ? Est-ce que c'est parce que vraiment on s'est dit à partir de ce nombre-là, on a beaucoup plus de risques de développer des complications métaboliques, etc. C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire qu'à partir d'un surpoids, d'une obésité, on peut développer des comorbidités secondaires qui vont arriver, comme un diabète, des maladies cardiovasculaires, du fait principalement d'une graisse qui est viscérale à l'intérieur du corps. Est-ce que tu peux expliquer alors comment tu amènes les choses en consultation ? Donc, allez, on imagine, première consultation, un patient arrive, tu ne le connais pas, il vient te consulter parce qu'il dit qu'il est obèse et qu'il souhaite perdre du poids. Comment tu amènes les choses et comment tu lui présentes ta prise en charge ? Je me présente déjà moi, ouais. Mes postures, c'est-à-dire le fait que je suis diététicien, s'il a déjà consulté des diététiciens ou pas, le fait que je travaille autour de l'éducation thérapeutique et je lui donne une définition très claire en lui disant que ça permet d'apprendre sur sa maladie, sur soi, pour se sentir mieux dans le quotidien. Et je lui dis aussi que je suis formé à la pleine conscience, instructeur de pleine conscience.
et que c'est simplement des techniques d'attention au corps pour pouvoir mieux sentir ses perceptions, comme les sensations alimentaires, la faim, la satiété, le rassasiement. Mais tout ce qui se passe dans le corps, aussi les émotions, les sensations liées aux émotions, plus on est attentif à ce qui se passe dans le corps, plus on arrive à réguler les émotions. Et il peut y avoir très souvent des perturbations de régulation émotionnelle. Et en fait, pour pouvoir comprendre comment je travaille, il y a besoin, je pense, de se poser sur certaines causes de l'obésité. D'où ça vient. Pour que, justement, le patient lui-même puisse s'approprier dans son histoire, dans son vécu, ah oui, c'est à partir de ce moment-là, de telle chose qui s'est passée dans ma vie, il y a eu une prise de poids, il y a eu une déstabilisation du comportement alimentaire, pour qu'il puisse se réapproprier ça. Très important pour qu'il puisse reprendre le contrôle. On sait que c'est génétique, mais c'est l'une des principales causes majoritairement. C'est 40%. 40%. Ouais. D'accord. Donc si tu as des personnes dans ta famille qui vivent avec une obésité, tu as une plus grande probabilité de devenir obèse ou d'être en situation d'obésité. Il y a aussi le niveau socio-économique, c'est-à-dire que si je suis dans une situation très précaire, mes préoccupations, c'est comment je vais réussir à boucler les fins de mois avec un stress lié à ça. C'est pas beaucoup la diversité alimentaire, les préoccupations premières. Avec le peu d'argent que j'ai, je vais prendre plutôt des aliments chargés caloriquement. Donc on sait que c'est les populations les plus frappées par l'obésité en Occident. Il y a aussi les problématiques thyroïdiennes, avec l'hypothyroïdie. On sait que ça peut favoriser la prise de poids, mais que les travaux nous disent que ça installe pas les obésités sévères comme unique cause. Ça peut contribuer et que c'est important pour une personne qui est en situation d'obésité, qui comprend pas trop qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son poids, qu'il aille voir un médecin endocrinologue. Et il y a l'hypercalorie chronique. Et ça, il y a plein de causes à l'hypercalorie chronique. Tu as les troubles alimentaires, les perturbations du comportement alimentaire, pas que anorexie, boulimie, mais tu as l'hyperphagie, c'est-à-dire je mange beaucoup au sein d'un repas, beaucoup en dehors d'un repas, grignotage, compulsion, etc. Et très souvent, c'est majoré, c'est favorisé par des régimes restrictifs. T'as un effet yo-yo, tu sais, le fameux effet yo-yo. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette perte de poids et cette reprise de poids, tu vas avoir des phénomènes d'hypertrophie, d'hyperplasie adipocytaire. Hypertrophie, c'est très grandes cellules remplies de graisse. Et puis, hyperplasie, c'est la multiplication des cellules adipeuses, cellules qui contiennent le gras. Qui fait que plus tu vas faire des régimes restrictifs, plus il va y avoir une résistance à la perte de poids. Donc ça, on sait que c'est un des facteurs importants du maintien de l'irréversibilité autour de l'obésité. Si on continue à monter dans les causes un peu plus haut, ces régimes restrictifs, pourquoi je rentre là-dedans ? C'est que souvent, tu as parlé d'insatisfaction corporelle tout à l'heure, c'est qu'il y a une insatisfaction corporelle associée. Être insatisfait de la représentation que j'ai de mon corps. Et dans ce moment-là, c'est très important de comprendre que on a le sentiment de perte de contrôle, en fait, quand on est pris par l'insécurité liée à l'insatisfaction corporelle. Et que quand on perd le contrôle, on a comme un besoin de reprendre le contrôle. Tu peux avoir, je vais esquiver certains miroirs, je vais être dans l'évitement, ou à l'inverse, je vais me regarder toutes les 2 secondes dans le miroir pour vérifier, checker, pour me rassurer. Ça peut être cacher certaines zones du corps, etc. Et si on monte encore un peu plus loin dans les causes, sur cette insatisfaction corporelle, tu as les traumatismes, les traumas complexes. On sait qu'il y a une relation très forte entre trauma complexe et insatisfaction corporelle. Le trauma complexe, c'est une succession de micro-traumas qu'on a pu vivre souvent dans l'enfance, au sein de familles maltraitantes, des humiliations chroniques, à l'école, etc. Ça peut être dans différentes sphères. Je pense que c'est très important d'éclairer ça parce que c'est ce qui va articuler sur quoi je vais travailler, en fait. Où est-ce que tu placerais la dépression, finalement, qui peut aussi être une cause d'obésité ? Alors oui, ça peut être des facteurs favorisants, c'est-à-dire que dans les traumas complexes, tu peux avoir des états dépressifs associés. Typiquement, on sait que les troubles de l'humeur, dépression, bipolarité, cyclothymie, etc., les troubles de l'humeur peuvent faire bouger les systèmes de récompense liés au plaisir. Et qui fait qu'on a du mal à avoir accès au plaisir. Qui fait que, typiquement, si j'ai du mal à avoir accès au plaisir, il me faut
que je me remplisse, que je mange pour ressentir enfin un plaisir sur quelque chose qui n'est pas vraiment un plaisir finalement, qui est plutôt qui devient une souffrance. Et à l'inverse, dans certaines dépressions, je vais ne pas manger. C'est-à-dire qu'il va y avoir une perte d'appétit majeure. C'est souvent l'apparition d'un trouble alimentaire type anorexie. Où est-ce que nous, on se place, selon toi, hein, il y a certainement plusieurs réponses, en tant que professionnel de santé, justement au niveau des marqueurs de santé, puisque là, bon, on a quand même des chiffres maintenant d'obésité qui sont en augmentation chaque année. On voit que l'obésité progresse. Je ne parle pas du surpoids, je parle vraiment de l'obésité. J'avais des chiffres, 17% des Français sont obèses. Entre aujourd'hui et 1997, ça a été multiplié par 4. Donc j'entends complètement tout ce que tu as dit au niveau de l'alliance. Je te rejoins totalement, le lien de confiance qu'on va avoir avec son patient, etc. À quel moment on place, et je pense que c'est utile, justement, les marqueurs de santé en disant « Attention, là, à ce stade, vous risquez, ou peut-être que c'est déjà le cas, du diabète, des maladies cardiovasculaires, ce genre de choses. » Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, il faille confronter, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le patient avec la réalité qui, pour le coup, n'est pas subjective? Complètement, sachant que ça dépend quelle définition on mettrait sur marqueur de santé, puisque c'est un bien-être biopsychosocial, la santé. Donc c'est une perception qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui n'a pas de maladie chronique, il a une perception de sa santé inférieure à quelqu'un qui a une maladie chronique, ça peut arriver. Donc c'est sur la perception qu'on va voir. Après, si on va sur des marqueurs plutôt clinico-biologiques, avec des examens paracliniques ou des choses comme ça, effectivement, c'est très important de pouvoir faire une éducation thérapeutique sur tout ça. Très important sur le syndrome métabolique, c'est essentiel. Et bien souvent, c'est très subjectif parce que ça peut arriver que très fréquemment, la personne elle a un diabète associé. Donc elle le vit aussi dans sa chair qu'elle a ce diabète aussi associé. Comment tu l'amènes ? Dans le fait de se poser sur ce que c'est l'obésité et les risques qu'il peut y avoir, les conséquences qu'il peut y avoir. Ok. Ma seconde question, c'est où s'arrête, pareil, il doit y avoir plusieurs réponses, la limite entre un diète et un psy? Le diète, alors c'est intéressant parce qu'il y a un référentiel de compétences qui dit que le diète, il est expert au niveau du comportement alimentaire. S'il est expert au niveau du comportement alimentaire, ça veut dire qu'il a besoin de maîtriser un minimum les causes et les conséquences de cette perturbation du comportement alimentaire. Le diète, il va plutôt être centré sur prendre soin de soi autour de l'alimentation, autour de son corps. Et le psy, selon son orientation, il va être plus sur l'historique, ça sera beaucoup plus narratif, beaucoup plus sur peut-être guérir de certains traumas avec des thérapies comme le MDR, l'hypnose, etc. Mais il peut y avoir une frontière qui est très mince. Et je pense que notre éthique sera plus grande si on réoriente à chaque fois. On peut aller voir des choses qui semblent psychologiques dans un premier temps, typiquement la régulation des émotions, sauf que c'est autour du comportement alimentaire, de le ramener autour de l'alimentation. Comme tu dis, la frontière est mince et c'est pas évident de savoir jusqu'où on peut aller et puis de pas prendre la place d'un autre professionnel aussi. Donc concrètement, tu vois, tu as un patient qui vient pour un souci d'obésité, tu fais quand même son historique au niveau de son enfance, tu vas quand même aller questionner à ce niveau-là. Mais si je comprends bien, tu vas pas poser la question quelle était votre relation avec votre maman, mais tu vas plutôt dire
Enfin, comment expliquer quelle est la relation que vous avez entretenue avec la nourriture? Enfin, comment vos parents cuisinaient? Enfin, j'en sais rien. Ouais, genre de choses. complètement. C'est hyper intéressant d'aller voir dans les périodes entre 8 et 13 ans, par exemple, ou même un peu avant, parce que entre 8 et 13 ans, c'est suffisamment tôt pour que ça ancre certains conditionnements, et en même temps, c'est suffisamment tard pour que la mémoire soit encore fraîche. Donc, c'est pas inutile pour que le patient puisse se réapproprier sa relation à l'alimentation. On est vraiment des thérapeutes de la relation à l'alimentation, pour qu'ils puissent se réapproprier. Ah oui, c'est par rapport à ce schéma-là qui s'active là à l'intérieur de moi. Donc là, je suis en train de le reconnaître. Je suis plus en insécurité face à lui. Je peux un peu plus décider de qu'est-ce que je peux faire face à ce schéma-là. Ok. Je reviens sur ce que tu dis dans la définition de la santé. C'est la charte d'Ottawa qui nous dit que c'est un bien-être biopsychosocial. Biopsychosocial. Donc là, dans cette définition-là, il n'y a pas de... Parce que biopsychosocial, c'est être bien dans sa tête, finalement, être bien dans ses relations aux autres. C'est aussi le niveau de vie. Est-ce que ça impacte, ça met du stress ou pas? La relation aux autres, est-ce que je suis isolé ou pas? Il y a des travaux qui ont été faits sur l'isolement social, là, pendant 80 ans. Ils ont fait une étude sur 300 000 personnes à Harvard, qui nous dit que l'isolement social tue plus que l'alcool et le tabac. Donc ça veut dire que quand on fait une séance d'éducation thérapeutique pour créer du lien social, c'est pas de la décoration, on est au fin fond de ce que c'est la santé. Et sur le bien-être psychologique, on sait que typiquement chez les personnes, enfin les bien-être biologiques et psychologiques, mais biologiques aussi, personnes qui ont une obésité, il peut y avoir très fréquemment des douleurs dans le corps, des douleurs chroniques. Il peut y avoir des réhospitalisations, il peut y avoir... je vais voir plein de thérapeutes, qui fait que ça va me fragiliser au niveau de mon travail aussi, parce que je suis peut-être un peu moins disponible, parce que j'ai un peu moins du coup de vie privée, on risque de savoir que j'ai des soucis, etc. Et la relation qu'on peut avoir à la douleur chronique, ça peut être très difficile dans le quotidien. Ok, et quelle place tu accordes ou tu dédies, on va dire, dans tes consultations à parler de nutrition et des bases de nutrition? Je te remercie vraiment pour cette question, parce que c'est une fois qu'on a créé l'alliance avec le patient, ça fait partie des premières étapes qu'on évoque. C'est-à-dire que, ok, je suis plutôt un diététicien qui va beaucoup sur le bio, le psycho et le social, et pas mal sur le psycho aussi, les perceptions du corps, etc. Mais d'abord, on va voir à quoi ressemble concrètement votre alimentation. Est-ce que les apports sont suffisants ou pas? Très important. Pourquoi? Parce qu'on sait que s'il y a un déficit calorique chez une personne quelconque, ça peut fragiliser le comportement alimentaire. On peut avoir plus de perte de contrôle autour de l'alimentation, de souffrance aussi dans le rapport au corps quand on a cette perte de contrôle, etc. Donc, quand tu parles de personnes qui ont un déficit calorique, c'est-à-dire les... Oui, pardon. Personnes qui ont, pendant les repas classiques, vont, par exemple, mettre de côté les féculents, vont mettre très peu de gras, manger beaucoup de légumes, etc. Donc, qui n'ont pas assez d'apport pour leur corps. Il y a souvent cette croyance dans l'obésité qui est mon corps, il est gros. Il n'a pas besoin d'être nourri. Nous, notre job, c'est aussi peut-être d'être OK avec le fait que les trois ne soient pas tout le temps alignés. Donc, les marqueurs bio, sociaux et psycho. Et pour améliorer les marqueurs bio, d'accepter que sur, je sais pas moi, 3 mois, l'aspect un peu social soit un petit peu délaissé. Pour améliorer mes marqueurs biologiques, je vais ne pas aller à tel endroit parce que je sais que si je vais à tel endroit, je vais boire de l'alcool alors que pour l'instant, c'est pas ma priorité, ce genre de choses. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est très important ce que tu évoques. Déjà, tu parlais de déséquilibre. Là, j'entends plus un équilibre, là, justement. C'est-à-dire que si je fais du tri par rapport à mon social, ça va m'aider à me sentir mieux aussi sur le plan social. C'est-à-dire que peut-être que si j'ai un alcoolisme, peut-être que c'est pas le moment d'aller, par exemple, dans un bar, etc., et de recréer un entourage qui serait un peu moins autour de la consommation de l'alcool ou d'un produit quelconque, finalement, qui va m'aider
à avoir, du coup, sur la longue, des comportements où je vais moins consommer. Donc, je vais améliorer mes marqueurs biologiques. Ouais. Mais le patient peut peut-être le vivre comme un déséquilibre dans un premier temps, en se disant « mais j'adorais ce moment », ou enfin voilà, avant de se rendre compte que... En fait, il y a des choses qui rentrent vraiment en contradiction. C'est ce qu'on appelle un peu l'ambivalence. Quand on travaille en addictologie, au niveau motivationnel, on peut parler d'ambivalence. C'est-à-dire que j'ai quand même plein de bénéfices secondaires. C'est quand même hyper agréable de prendre ce temps de convivialité, etc. D'autant plus que ça peut toucher des valeurs profondes, la convivialité. Simplement, c'est très intéressant aussi d'aller faire ce travail, d'aller voir qu'est-ce que ça touche aussi d'important chez lui, de pouvoir sortir de ça. Qu'est-ce que ça génère aussi comme émotion agréable aussi vis-à-vis de ça, de projeter ça, de le faire imaginer aussi là-dessus. Tout en étant aligné sur cette convivialité, de recréer des espaces de convivialité où je suis vraiment connecté à ce moment-là, mais sans forcément la consommation d'alcool. Donc on est tout à fait d'accord que ça met dans un inconfort la personne de faire face à ça. C'est ça. À cette ambivalence. Ok. Enfin, ça peut. Et donc, aussi, tout à l'heure, on parlait d'obésité, notamment l'obésité sévère, donc plutôt grade 3, et tu parlais d'irréversibilité. Ouais, très faiblement réversible, ouais. Donc, ce que tu sous-entends, c'est que nous, en tant que diète, on doit accepter et aussi dire à nos patients que finalement, lorsqu'ils ont atteint un certain stade, il n'est pas possible de faire marche arrière. Donc au niveau poids, au niveau marqueur biologique. Alors on peut bien sûr améliorer ces marqueurs biologiques, avoir une alimentation qui est plus cohérente. Typiquement, quand on a des troubles des conduites alimentaires, on peut avoir des variations justement avec des prises de poids très fortes qui peut faire bouger par exemple le cholestérol, des choses comme ça. Et de pouvoir rééquilibrer cet ensemble-là. Et avec une alimentation plus cohérente, même s'il peut y avoir une insulino-résistance, donc une résistance à l'insuline du fait du surpoids, le diabète apparaît moins que si on avait un trouble alimentaire avec des phases de restriction et des phases d'explosion. Si c'était équilibré malgré la situation d'obésité. Et on peut tout à fait perdre un poids de 5%, peut-être, quelque chose comme ça, à peu près, chez une personne qui a une obésité chronique, c'est-à-dire 20 ans d'obésité, qui a fait plusieurs régimes et tout auparavant, donc qui augmente l'irréversibilité de la maladie. On peut tout à fait perdre un peu de poids, mais l'idée, c'est plutôt de le voir comme une course de fond, cette perte de poids, plutôt que comme un sprint. Si on la voit comme un sprint, cette perte de poids, on risque de foncer droit dans un mur. Et très souvent, il y a de quoi se sentir en souffrance dans son corps quand on a une obésité, quand on a des douleurs au niveau des genoux, quand on a le rapport aux autres qui est fragilisé, quand on a la stigmatisation en permanence, quand on a les rapports affectifs, amoureux qui peuvent être encore plus difficiles, les constructions familiales qui peuvent être beaucoup plus difficiles, là, comme un besoin urgent de perdre du poids. Sauf que ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber. C'est-à-dire que si on tombe dans un sprint, on risque de favoriser encore plus le symptôme, c'est-à-dire de, à nouveau, ne plus écouter le corps, à nouveau de ne pas prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur et d'être sur des astuces qui sont que extérieures et qui déconnectent la personne de ses sensations. Donc il y a tout un processus de reconnexion aux sensations qui a à faire chez le patient, qui se fait pas en un claquement de doigts et se fait dans une pluridisciplinarité. Plus la personne est dans des astuces extérieures à elle, c'est-à-dire dissociée à elle dans ses comportements du quotidien, plus elle alimente le fonctionnement des troubles interoceptifs, c'est-à-dire elle ne sait plus ce qui se passe à l'intérieur pour elle. Donc c'est très important, en plus quand il y a ces troubles-là, il peut y avoir très souvent ce qu'on appelle une dissociation traumatique associée, donc un trouble de stress post-traumatique, on est dissocié de son corps. Donc il va être très important qu'il y ait une pluridisciplinarité avec un psychologue spécialiste de l'obésité. Moi ce qui m'intéresse, c'est le mangeur derrière l'assiette, même si l'assiette est très importante. C'est-à-dire si on fait uniquement de l'assiette, on crée du symptôme. Si on fait de l'assiette et du mangeur, on est sur un truc qui est plutôt très intéressant comme rééducation. Ok, et donc cette personne qui n'a plus de sensations alimentaires, donc j'entends qu'elle va aller
qu'elle peut faire plein de choses avec d'autres professionnels pour travailler tout ça. Est-ce que nous, c'est une vraie question, est-ce que nous, justement, à certains moments, c'est pas notre rôle de lui dire en fait, tu as besoin de manger ça en telle quantité. Complètement. Parce que ce sera adapté à toi, tu auras les bons apports macro-micronutritionnels, mais lui donner des quantités. Complètement. C'est les premières étapes qu'on a dans le traitement de la boulimie et des troubles hyperphagiques. C'est d'avoir un schéma alimentaire cohérent. C'est la première étape. Ok. Donc c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas encore assez parlé, finalement, c'est ce qu'on a évoqué, tu sais, tout à l'heure, c'est-à-dire que de pouvoir remettre une alimentation qui est suffisante pour la personne quand, par exemple, il y a un déficit calorique, tu sais, et que ça peut entraîner des profusions alimentaires. Ça, c'est très important, c'est essentiel, c'est la base. Qu'il y ait une éducation nutritionnelle sur les besoins, sur les quantités, parce qu'il peut y avoir une anxiété à la prise de poids, même chez les personnes qui ont une obésité, avec des pensées très anorexiques. C'est-à-dire, j'ai des pensées très insatisfaites de mon corps, forcément, mais je vais me mettre en restriction très importante, etc. Il peut y avoir des fonctionnements qui ressemblent beaucoup à l'anorexie, d'ailleurs. Donc, pour pouvoir contrer ces fonctionnements-là, on a besoin de poser, au niveau scientifique, les besoins du corps. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ce corps ? Et c'est pas parce que le corps est en situation d'obésité qu'il n'a pas besoin d'être nourri. Tout à fait, oui. Bien souvent, chez une personne qui est plutôt mobile et qui a une obésité depuis un certain temps, il y a une masse musculaire qui est un peu plus élevée que la moyenne d'une personne qui aurait un poids entre 18,5 et 25. Donc, donc s'il y a une masse musculaire plus importante, il y a des besoins nutritionnels qui sont un tout petit peu plus importants que même qu'une personne qui ferait 50 kilos de moins avec la même taille et le même âge. Finalement, puisque ce que moi je remarque, c'est qu'on a tendance à, en tant que diète, j'ai l'impression qu'il y a un clivage entre ceux qui vont parler de calories ou de quantité et ceux qui vont plutôt parler de comportement alimentaire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'arriver à se mettre d'accord, nous tous, à ce niveau-là ? Je te pose la question. Oui, je te remercie vraiment pour la question et j'aime beaucoup en fait la question de la manière. L'éducation nutritionnelle et les repères sur les besoins qu'on a pour le corps et les repères du coup que ça fait dans une assiette de diversité alimentaire, c'est essentiel pour une stabilisation du comportement alimentaire. Ce serait antinomique de mettre de côté la dimension nutritionnelle et la dimension comportementale puisqu'elle est dépendante. On sait que ça a un impact énorme. Et pour aller plus loin, en neurosciences, maintenant, on parle de théorie de la cognition incarnée. Tu peux développer ? C'est-à-dire que les chemins de pensée et nos comportements sont liés à nos états physiologiques, principalement. Si je suis bien nourri, je ne vais pas avoir les mêmes chemins de pensée, les mêmes comportements, que si je suis en déficit calorique. Je vais avoir plus d'obsession autour de la nourriture si je suis en déficit calorique, si je ne suis pas assez nourri. Je vais avoir plus de profusion alimentaire. Si je suis suffisamment nourri, je vais apaiser certaines choses. Donc là, tu vois, avec ces repères-là, en replaçant certains repères, ça a un impact sur le psychologique et le social, du coup, parce que ça vient apaiser aussi certaines obsessions qui peuvent être vécues comme difficiles, parce que la personne peut croire que j'ai un énorme trouble alimentaire, c'est pas bien, je pense tout le temps à la nourriture. Mais n'importe qui n'est pas assez nourri pense tout le temps à la nourriture, et heureusement. Ok, est-ce que tu peux nous parler, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, est-ce que tu peux nous parler de pleine conscience et surtout la manière dont tu l'utilises, toi, dans tes prises en charge ? Déjà, il y a beaucoup de représentations sur ce que c'est la pleine conscience. C'est quoi déjà ? Explique-moi, ça m'intéresse vraiment. Il y a des gens, ils croient que c'est les images un peu qu'on a de personnes qui sont sur la plage comme ça, cheveux au vent avec le foulard et qui a marqué lâcher prise grâce à la pleine conscience. Et malheureusement, c'est très souvent des magazines féminins sur lesquels on voit ça et on peut se caler une représentation comme quoi c'est lâcher prise, c'est atteindre un objectif en particulier, etc. Alors que globalement, c'est simplement un entraînement de l'attention d'un point de vue neuroscientifique, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à
déposer son attention sur l'instant présent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'instant présent, qu'est-ce qu'il y a dans l'instant présent? Du corps, principalement du corps. Des sensations physiques, extérieures qu'on peut avoir quand il fait froid, quand il fait chaud, quand je sens le contact sur le siège, mais aussi des sensations internes. Par exemple, la faim, la satiété, le rassasiement, les battements du cœur, mais aussi les sensations qu'on peut avoir de position de muscles dans l'espace, les os, etc., qu'on pourrait plus appeler proprioception. Okay. C'est un entraînement à se rendre présent à cet ensemble. Et il y a différents exercices pour ça, pour rééduquer sur certains points. Et on sait que plus on s'entraîne à ça, plus ça développe ce qu'on appelle la sensibilité interoceptive. Donc la sensibilité à pouvoir sentir les viscères, et notamment ce qui se passe au niveau de la faim, de la satiété, le rassasiement, mais aussi tout le siège de la régulation de nos émotions. Les émotions, ce sont des messagers qui arrivent principalement dans le corps, qui arrivent en premier dans le corps avant que je me dise « Ah tiens, je me sens comme ça ». Comment je fais pour savoir comment je me sens si j'ai pas accès à l'intérieur, du coup ? Du coup, je suis en perte de repérage de mes besoins affectifs, émotionnels dans le quotidien. Donc de pouvoir les réguler. Donc c'est très important de pouvoir aussi entraîner la personne dans la pleine conscience à pouvoir repérer ce qu'on appelle les sensations corporelles liées aux émotions. Ok. Donc tu fais ça avec tes patients ? Ouais, on s'entraîne, ça dépend, c'est du cas par cas. Je fais des cycles de pleine conscience où on travaille sur les sensations alimentaires, la gestion des émotions, du stress, la reconnexion au corps. Donc ça, c'est plutôt un cycle en groupe, donc c'est plutôt prédéfini les séances. Et après, si je fais de la pleine conscience avec un patient, ça va être au cas par cas. Mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est que c'est une qualité d'observation en fait qu'on muscle avec la pleine conscience. Il n'y a pas besoin de faire de la pleine conscience pour en faire, en fait. On peut très bien muscler les qualités attentionnelles, c'est-à-dire se diriger son attention dans l'instant présent sur des activités qui nous sont agréables. Très souvent, on peut avoir vraiment une surfocalisation de l'attention sur l'instant présent, sur des activités qui nous sont vraiment passionnantes, qui nous font vibrer. Pour certaines personnes, ça peut être le jardinage, la danse, etc. Et l'idée, c'est d'aller extraire qu'est-ce qui se passe pour lui au moment, pour cette personne-là, d'un point de vue perception, pour tenter de pouvoir le faire déteindre dans les moments autour de l'alimentation, etc. Sans forcément être sur uniquement il faut vous asseoir comme ça, le dos droit, respirer pendant 45 minutes. Voilà. Je pense que c'est important de considérer la pleine conscience comme une qualité, une compétence qu'on peut muscler, et non plus comme purement une pratique. Okay. Du coup, il y a plein d'outils qui peuvent s'ouvrir à nous, du coup. Donc, tes patients vont te dire qu'ils sont plus dans l'instant présent, qu'ils apprécient plus certaines activités aussi. Ça peut passer par là dans un premier temps ? Complètement. Et je te remercie vraiment pour cette question parce que, si tu veux, le rassasiement, par exemple, c'est le plaisir sensoriel qui commence à disparaître. C'est le virage du plaisir vers le déplaisir. Donc j'ai besoin d'être connecté au corps et d'être connecté à ce plaisir du coup. Donc ça, c'est très important. Après, c'est important de faire la distinction entre ce plaisir sensoriel et puis le plaisir d'excitation, de surexcitation que j'ai par rapport à une pensée liée à un aliment qui peut justement me déconnecter du plaisir sensoriel, qui peut être une forme de dissociation, ce qu'on appelle l'externalité avec les patients. C'est-à-dire que j'ai des stimuli qui peuvent être extérieurs et je suis comme absorbé par l'odeur d'un plat, par la vue d'un plat. Je peux être complètement absorbé et me couper de mon intérieur. Et à ce moment-là, il y a comme une dissociation. Donc ça, c'est très important à rééduquer chez le patient. Après, on peut travailler sur la gestion des émotions, du stress, parce que en fait, le stress, ça commence assez bas en début de journée. Et penser qu'il y a comme une accumulation des hormones liées au stress dans le corps au fur et à mesure de la journée. Ça peut être comme une courbe comme ça. Et si jamais il n'y a aucun espace où on prend soin de soi dans la journée,
où on a une pause, où on se fait plaisir, où il y a de la satisfaction à ce moment-là, il y a un risque qu'en fin de journée, la courbe liée au stress soit vraiment très élevée. Et on se retrouve, bien souvent, ça peut être très souvent les compulsions alimentaires de fin de journée. On rentre du travail, on a accumulé, on s'est pressurisé, et il y a comme une dépressurisation qui se fait autour de la nourriture. Donc c'est très important, avec la pleine conscience, de pouvoir aussi de déposer un peu plus son attention à prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Sur la journée notamment, ça peut aider à prévenir justement les compulsions alimentaires. De fin de journée, typiquement. Ok. Tu t'en sers souvent, toi ? La pleine conscience ? Ouais. En fait, je ne fais que ça. Ah, d'accord. Avec les patients. C'est-à-dire que si on fait le postulat que la pleine conscience, c'est une qualité d'observation, une qualité d'attention qu'on peut muscler, en permanence, j'invite le patient à être observateur de son vécu et de ses sensations dans la relation. Il n'y a pas besoin de faire des moments de méditation où on ferme les yeux, etc., pour muscler l'attention. Ça peut être aussi sur la relation qu'on peut avoir avec la personne. Typiquement, elle raconte un vécu et je la vois poser la main ici. Je vous vois poser la main juste ici. Ça se passe là. Hop, elle se réapproprie l'émotion, la tonalité émotionnelle liée à ce vécu. Elle le fait résonner un peu plus dans le corps. Et ça, c'est très important pour éviter les phénomènes d'évitement expérientiel ou d'évitement émotionnel. C'est-à-dire, j'évite certaines sensations liées à mes émotions, je vais éviter certaines émotions parce que c'est trop insécurisant pour moi. Et en fait, on entraîne le patient à se familiariser avec toutes ces sensations et en permanence, je suis sur une approche qui est comme ça. Parce que là aussi, on peut se dire qu'on est un peu loin de ce que fait un diète, on va dire, traditionnel. Tu fais ça toujours en fonction de la relation à la nourriture. Parce que, encore une fois, c'est super minime comme frontière. Parce que, tu sais, si la personne est en train de te raconter un truc qui n'a rien à voir, enfin, toi, tu vois déjà des signaux et tu comprends des choses, en fait. Comment tu arrives à toujours recentrer avec la nutrition, finalement ? Je te remercie pour ta question. Ça permet aussi de pouvoir mieux saisir les limites, finalement, aussi qu'on évoquait entre psy, diététiciens. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en lumière certains vécus et de voir leurs impacts sur l'alimentation. Et de voir que ce style d'émotion qui apparaît, par exemple, l'émotion que vous êtes en train de me raconter, c'est une émotion qu'on peut retrouver un peu autour de l'alimentation, de toujours ramener autour de l'alimentation, du rapport au corps. C'est comme ça, je pense, qu'on va développer un cadre un peu plus éthique. Et c'est pas moi, c'est-à-dire c'est que nous sommes censés, dans les référentiels de compétences, être des spécialistes du comportement alimentaire. Or, toutes nos décisions dans le quotidien sont régies par nos émotions. Toutes. Même les réflexions que l'on a dans notre cerveau, c'est lié à nos émotions. Ça, c'est les travaux de fin des années 90 et jusqu'à aujourd'hui en neurosciences avec Damasio. C'est-à-dire que on croit prendre des décisions en permanence au niveau rationnel, en faisant des calculs dans la tête, etc. Mais en permanence, c'est lié en fait à nos émotions. Donc, plus on aide le patient à éclairer ses sensations liées à ses émotions, plus il est plus outillé de savoir de quoi il a besoin, de prendre une décision. Et on rééduque du coup les troubles interoceptifs au passage. Ok. Est-ce que tu dirais que la pleine conscience, c'est pas pour tout le monde ? Si on revient à méditation de pleine conscience en tant que pratique style mindfulness-based stress reduction, donc un cycle de pleine conscience où on apprend la méditation pour soi dans le quotidien sur 8 semaines, une fois par semaine pendant 2 heures, etc. Il y a des contre-indications à ce genre de pratique-là, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Typiquement, quelqu'un qui va être en souffrance aiguë, psychique ou physique. Quelqu'un qui va être en dépression en aigu, c'est contre-indiqué chez les personnes qui ont une anorexie, une boulimie en aigu, même s'il y a des nuances, c'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment expert sur les troubles alimentaires, que ce soit un diététicien, un psychologue ou un psychiatre, peut rééduquer à l'attention en utilisant des outils de pleine conscience. Donc c'est ce que tu apprends au travers de tes formations, les formations que tu dispenses, c'est tous ces exercices-là que tu apprends ?
Oui, tout à fait. Et de prendre en compte, du coup, cette éthique-là. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas mentionné, mais typiquement, quelqu'un qui est en pleine chimiothérapie, c'est peut-être, et qu'elle a un vécu difficile physique autour de ça, c'est pas le moment d'aller faire peut-être de la pleine conscience. Ça risque de la mettre dans un inconfort encore plus fort. D'explorer ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un qui a un rhumatisme inflammatoire chronique et qui a des poussées de douleur, qui est en pleine poussée de douleur inflammatoire, c'est pas le moment d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, une fois qu'il y a la rémission, hyper intéressant. Pour pouvoir mieux reconnaître certains signes du stress qui peut réactiver la poussée inflammatoire. Pareil donc on connaît bien sur les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il peut y avoir des poussées de douleur ou d'inconfort très fort. C'est pas forcément le moment d'aller voir ce qui se passe à cet endroit-là. Mais plutôt dans les moments de rémission, c'est hyper intéressant. Pour pouvoir mieux se connaître, mieux reconnaître certains signes qui peuvent réactiver, qui peuvent me faire du bien, etc. Tout à l'heure, on parlait d'insatisfaction corporelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça, justement? C'est quelque chose que tu constates chez beaucoup de tes patients quand ils arrivent. C'est quelque chose qui est souvent mis en avant dès la première, peut-être même la première phrase, finalement, qu'on peut nous dire. C'est je suis pas bien dans mon corps, je suis pas bien dans ma peau. Très souvent, ça peut être ça, mais très souvent, c'est plutôt j'ai envie de perdre du poids. Ouais. Je veux perdre du poids. Et quand on va chercher l'intention de ça, très souvent, c'est parce que je me sens pas bien dans mon corps, il y a des douleurs, et c'est tout à fait légitime de vouloir effacer ces douleurs chroniques, de vouloir effacer aussi les douleurs liées à l'insécurité que j'ai dans la relation aux autres, du fait de la société très stigmatisante au niveau de la grossophobie, que ce soit dans les sphères familiales, professionnelles, amicales, etc. Il peut y avoir une grossophobie planante qui rajoute un stress. Donc forcément, on peut, de façon légitime, avoir envie de perdre ce poids. Et c'est un des premiers signes de l'insatisfaction corporelle, c'est vraiment des comportements presque impulsifs à vouloir perdre du poids. Entre autres, c'est parce qu'on les rencontre beaucoup en consultation diététique. Et du coup, c'est de les inviter à rester peut-être, s'ils veulent, dans cette intention autour de perdre du poids, mais de mettre plus de nuances et de complexité autour de ce désir de perte de poids. Et justement, comment on peut faire ça? C'est de mettre en lumière les mécanismes de l'insatisfaction corporelle. Donc, faire de l'éducation thérapeutique ou de la psychoéducation sur comment fonctionne l'insatisfaction corporelle et les répercussions que ça peut avoir dans leur vie. Et comment ça fonctionne alors, l'insatisfaction corporelle? Ça fonctionne très souvent en processus. En fait, si tu veux, c'est lié à l'image corporelle. L'image corporelle, il y a 4 composantes de cette image corporelle. On a une composante cognitive, c'est les pensées que je vais avoir vis-à-vis de mon corps. Une composante émotionnelle, c'est les émotions que je vais avoir vis-à-vis de mon corps. Une composante comportementale, c'est les comportements que je vais avoir vis-à-vis de mon corps. Est-ce que je vais être dans un surinvestissement de mon apparence versus est-ce que je vais plutôt être dans des comportements où je vais vivre mon corps pleinement dans le plaisir, prendre soin de ce corps, etc. Une composante perceptuelle, c'est-à-dire comment je perçois mes signaux du corps et en même temps, quels sont mes idéaux, comment je me perçois vis-à-vis de mes idéaux de silhouette. Est-ce que l'écart est important entre les idéaux que je projette de silhouette et ma perception que j'ai subjective de mon ressenti? Est-ce que c'est menaçant pour moi de voir cet écart-là? Donc là, on irait plus proche du besoin de la personne, c'est-à-dire de pouvoir traiter cette insatisfaction corporelle. L'insatisfaction corporelle, c'est les 4 composantes qui sont négatives. C'est-à-dire, c'est menaçant pour moi, par exemple, cet écart qu'il y a entre ma perception et la perception idéale. C'est des pensées obsessionnelles autour de mon corps, difficiles envers moi-même, dénigrantes, jusqu'à parfois être insultant envers moi-même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des parts de soi qui peuvent être très dures, très difficiles. Des émotions, on sent une profonde insécurité dans la relation à soi et à l'autre quand il est question d'exposer son corps. Donc parfois, du coup, on va réduire l'espace où on expose son corps, éviter d'aller peut-être à la plage, à la piscine, c'est trop exposant pour soi, ou même de rentrer dans une relation amoureuse parce que ça va être trop exposant pour soi, entre autres. Et donc, ça vient cristalliser tout ça, ce désir de perte de poids. Et ça, c'est un grand piège, parce que
quand la personne est en train de perdre du poids, il y a de la jouissance par moment. Il peut y avoir une grande satisfaction corporelle. Je me sens beaucoup mieux vis-à-vis de mon corps. Sauf que cette jouissance, cette euphorie ressentie à la perte de poids, bien souvent, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que si je suis stable au niveau de mon image corporelle, au niveau de mon estime de moi-même, je ne ressens pas forcément de jouissance très importante et d'euphorie très importante à la perte de poids. Parce que à la reprise de poids, du coup, je vais être dans une crainte de perdre justement cette satisfaction, cette jouissance que j'ai pu avoir. Et je vais avoir un effondrement de l'humeur qui peut apparaître, du coup, quand je vais reprendre du poids après ce régime restrictif. Et je vais m'en vouloir, je vais avoir de la honte, etc. Donc ça, c'est très important de comprendre que dans les mécanismes de l'insatisfaction corporelle, les personnes peuvent être en satisfaction de son corps quand il arrive en consultation. Il peut avoir certaines... Ouais, je me sens beaucoup mieux, puis c'est sans doute juste, simplement quand ça va vers quelque chose de très excitant, jouissif, et extrêmement euphorisant, on est presque sur quelque chose qui est de l'ordre de l'anesthésie émotionnelle de fond, où on va prendre un produit, c'est quasiment une addiction comportementale. Il y a plein de mécanismes, ça. Les corps cétoniques, le rapport à moi-même, où j'ai le sentiment de reprendre le contrôle, etc. Ça peut être un grand piège, du coup, ces émotions autour de l'excitation, en fait. Est-ce que tu penses que tu es un petit peu biaisé par le fait que tu es beaucoup en consultation de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, ou est-ce que tu remarques ça chez la population générale ? La population générale, en fait, parce qu'en fait, l'insatisfaction corporelle, c'est une expérience banale. Tu demandes à 100 personnes dans la rue, tu as 95% des personnes, quand tu les mets face à un miroir, rapidement, ils vont focaliser sur leurs défauts assez rapidement. Donc, c'est une expérience très banale. Mais est-ce que ça vient régir les comportements et les fonctionnements de la personne ? Est-ce qu'elle est esclave ou pas de cette insatisfaction corporelle ? Est-ce que ça l'empêche de se connecter à ses besoins profonds ? Est-ce que ça lui pourrit la vie ou pas ? On peut très bien vivre avec une insatisfaction corporelle et avoir une vie à construire sur le plan affectif, par ailleurs pouvoir me reconnecter à mes besoins, etc. Sans problème. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme ressources pour les diètes qui ont envie de creuser un petit peu ce sujet ? Donc il y a ta formation. Alors les formations en général sur les troubles alimentaires, c'est intéressant. Sur l'image corporelle, la pleine conscience, ça peut être intéressant. Moi, je donne une formation sur l'image corporelle associée à la pleine conscience pour que le diététicien puisse intégrer des outils de diagnostic et de traitement sur l'insatisfaction corporelle et pour pouvoir réorienter. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la personne qui a une insatisfaction corporelle forte, très négative, une image corporelle très négative, c'est rare qu'elle aille voir un psy en premier. Ouais. Elle va voir un diète en premier, celui qui va être le levier pour que je reprenne le contrôle dans cette perte de contrôle là, sur cette insatisfaction corporelle. Donc c'est très important qu'on soit cliniquement apte à pouvoir repérer certains signes, pouvoir psychoéduquer le patient là-dessus et pouvoir le réorienter. Donc diagnostiquer, traiter, et puis je donne une formation aussi sur l'alimentation en pleine conscience, pour intégrer des outils de pleine conscience pour travailler autour des sensations alimentaires, la gestion du stress, des émotions. Ok. Et des livres peut-être ? Oui, des livres. Je pense que franchement, tout est intéressant, mais je pense que c'est un livre de chevet qui devrait être pour tous les diététiciens, c'est L'adieu au corps. L'adieu au corps mais de toute façon, tous les travaux sur le rapport au corps de David Le Breton, qui est un socio-anthropologue qui travaille sur comment ça a évolué le rapport au corps dans la société occidentale, et qu'on le considère de plus en plus comme un corps accessoire. Dès qu'on a une souffrance, par exemple, on va vouloir annihiler rapidement cette souffrance par des prises de médicaments, etc., qui est du coup sous-tendu par un système plutôt consumériste qui nous invite à être intolérants à toutes nos frustrations qui nous traversent dans le quotidien.
quotidien. Et puis pas que consumériste, aussi un système je pourrais dire techno-anthropologique, c'est-à-dire qu'on est en permanence sur le smartphone, qui en permanence sur les applications, sur les machins, sur les réseaux sociaux, qui sont designés pour nous rendre intolérants à la frustration, justement. Les travaux de Cash sur l'insatisfaction corporelle, les travaux de Fairburn sur les troubles alimentaires, principalement sur le traitement de la boulimie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale la plus publiée sur le traitement de la boulimie et de plus en plus sur l'anorexie, qui met en premier lieu du coup le rééquilibrage alimentaire chez la personne qui a un trouble alimentaire sévère et qui n'est pas assez pour ses besoins, par exemple. Okay. L'adieu au corps de David Le Breton, je pense que ça c'est numéro 1, ok. Ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu souhaites aborder? Non, je te remercie pour l'invitation. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse évoquer ces thématiques-là. Après, c'est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux quand même. Ce genre de thématiques-là, elles sont importantes. Voilà, je suis ravi d'avoir pu partager ce moment-là avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.